Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous tombez toujours amoureux de la mauvaise personne? Pourquoi votre cœur s'obstine à choisir précisément ceux qui ne peuvent vous correspondre, qui sont déjà engagés, qui vivent au loin, ou qui tout simplement ne parviennent à aimer personne? Peut-être avez-vous remarqué un schéma troublant. Plus quelqu'un est inaccessible, plus votre intérêt devient intense. Moins la personne démontre de disponibilité émotionnelle, plus vous vous sentez attiré. La vérité est qu'il existe une blessure psychologique spécifique qui œuvre dans votre âme, dirigeant vos choix amoureux comme un pilote automatique invisible. Carl Jung, le pionnier de la psychologie des profondeurs, a découvert que nos attractions les plus intenses naissent rarement du hasard. Elles jaillissent de blessures non guéries qui habitent l'inconscient, cherchant désespérément une résolution qui n'arrive jamais par le chemin que nous choisissons. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement quelle blessure se cache derrière cette compulsion d'aimer qui ne peut rien vous donner. Et plus important encore, vous comprendrez comment cette même blessure, une fois reconnue et guérie, peut se transformer en clé pour des relations véritablement satisfaisantes. Car le problème n'est pas que vous aimez les mauvaises personnes, c'est que vous aimez pour les mauvaises raisons. Et cela peut changer dès aujourd'hui. Si vous avez le courage de regarder vos propres ombres et de transformer votre vie amoureuse, restez jusqu'à la fin. Car ce que Jung a découvert sur ces blessures peut vous libérer de schémas qui se répètent peut-être depuis des années sans que vous compreniez pourquoi. Carl Jung comprenait que beaucoup de nos schémas relationnels adultes trouvent leur origine dans des blessures qui se sont formées très tôt, quand notre psyché était encore en cours de structuration. La blessure qui conduit le plus fréquemment quelqu'un à aimer des personnes inaccessibles est celle que Jung identifierait comme le complexe d'abandon, une structure psychologique formée quand un enfant fait l'expérience de l'absence d'amour cohérent et sécurisé. Cette blessure ne naît pas nécessairement de traumatisme dramatique. Elle peut être aussi subtile que des parents émotionnellement indisponibles, même s'ils sont physiquement présents. Une mère qui était toujours trop occupée pour une véritable intimité émotionnelle, un père qui offrait un amour conditionné au bon comportement, des figures d'attachement qui alternaient entre affection et froideur de manière imprévisible, ou simplement la sensation que vous deviez mériter l'amour par vos performances au lieu de le recevoir comme un droit naturel. La psyché infantile interprète ces expériences de façon très spécifique. Si les personnes qui devraient m'aimer inconditionnellement n'y arrivent pas, il doit y avoir quelque chose de fondamentalement défaillant en moi. Cette conclusion inconsciente devient une croyance nucléaire qui filtre ensuite toutes les expériences relationnelles futures. L'enfant blessé ne pense pas consciemment. Mes parents ont des limitations émotionnelles. Il conclut, je ne suis pas digne d'amour. Cette blessure crée une dynamique psychologique complexe. D'un côté, il y a une faim désespérée d'amour et de validation. De l'autre, il y a une terreur profonde de l'intimité véritable, car l'intimité a toujours été associée à la possibilité d'abandon. Le résultat est une attraction magnétique pour des situations qui reproduisent le schéma original. Aimer quelqu'un qui ne peut correspondre complètement. La blessure d'abandon fonctionne comme un aimant émotionnel. Inconsciemment, vous vous sentez attiré par des personnes qui recréent la dynamique familiale originale, non pas parce que vous voulez souffrir, mais parce que votre psyché tente de résoudre le traumatisme par la répétition. C'est comme si l'inconscient disait « Cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais réussir à faire que cette personne m'aime. Et quand j'y arriverai, je serai enfin guéri. » Mais Jung comprenait que cette logique inconsciente est fallacieuse. La guérison ne vient pas du fait d'obtenir finalement l'amour de qui ne peut le donner.
Elle vient de la reconnaissance de la blessure, de la compréhension de son origine et du développement de la capacité à se nourrir soi-même, de façon que vos figures d'attachement primaires n'ont pas su faire. La personne avec une blessure d'abandon rapporte fréquemment des sensations familières dans les relations impossibles, l'anxiété constante sur où se trouve l'autre, le besoin de signes continus d'intérêt, l'interprétation de tout éloignement comme un rejet personnel. Ces sentiments sont les échos directs de l'enfant blessé qui vit encore dans la psyché adulte, réagissant à chaque situation actuelle comme si c'était une répétition de l'abandon originel. Jung a développé des concepts fondamentaux qui expliquent pourquoi les personnes blessées se sentent irrésistiblement attirées par ce qu'elles ne peuvent avoir. Le premier est le concept de projection, le mécanisme psychologique par lequel nous plaçons sur l'autre des aspects de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à reconnaître directement. Quand vous avez une blessure d'abandon non résolue, vous projetez fréquemment sur la personne inaccessible une qualité quasi divine. Elle devient non pas seulement un être humain avec des limitations, mais la personnification de tout ce que vous croyez avoir besoin pour vous sentir complet. Jung appellerait cela la projection de l'anima ou de l'animus. Vous voyez dans la personne inatteignable votre propre contrepartie intérieure, cette partie de vous-même qui fut fragmentée par la blessure originale. Cette projection explique pourquoi l'amour pour des personnes inaccessibles est fréquemment si intense et idéalisé. Vous ne tombez pas seulement amoureux de qui la personne est, vous tombez amoureux d'une version fantasmée qui représente toutes les qualités que votre blessure vous a convaincu de ne pas posséder. C'est comme si la personne inaccessible portait la clé de votre propre complétude. Le second concept jungien crucial est celui de compulsion à la répétition. L'inconscient a une tendance puissante à recréer des situations familières, même quand ces situations sont douloureuses. Pour la psyché blessée, le connu, même s'il est inconfortable, semble toujours plus sûr que l'inconnu. C'est pourquoi les relations saines et disponibles peuvent paraître sans saveur ou même effrayantes pour qui est habitué à l'intensité dramatique d'aimer qui ne peut correspondre. Jung identifiait aussi qu'il existe une différence fondamentale entre besoin névrotique et amour véritable. Le besoin névrotique surgit de la carence. Vous avez besoin de la personne pour vous sentir entier, valide, digne. L'amour véritable surgit de l'abondance intérieure. Vous aimez parce que vous avez de l'amour à donner, non parce que vous avez besoin de recevoir quelque chose en retour. Les personnes avec des blessures d'abandon confondent fréquemment intensité émotionnelle et profondeur amoureuse. L'anxiété, l'obsession, le besoin constant de réassurance sont interprétés comme des signes d'amour véritable. Mais Jung observait que ce sont en réalité des manifestations de la blessure. L'enfant blessé en vous crie pour attirer l'attention. Il n'aime pas de façon mature. L'attraction pour l'inatteignable sert aussi une fonction psychologique spécifique. Elle vous maintient à l'abri de la véritable intimité. Tant que vous poursuivez quelqu'un qui ne peut vous avoir complètement, vous évitez le risque réel d'être vu, connu et possiblement rejeté pour qui vous êtes vraiment. C'est une forme sophistiquée d'auto-sabotage émotionnel. Un autre aspect crucial est comment la blessure déforme votre perception de votre propre valeur. Si inconsciemment vous croyez que vous ne méritez pas un amour disponible et généreux, vous vous sentirez mal à l'aise quand quelqu'un offre exactement cela. La personne accessible et intéressée peut réveiller votre blessure d'une façon différente, vous faisant vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle pour qu'elle s'intéresse à moi ?» Jung comprenait que ces schémas ne sont pas des défauts de caractère, mais des tentatives de la psyché de guérir d'anciennes blessures par des moyens inadéquats. La compulsion d'aimer qui ne peut correspondre
est une quête de guérison déguisée en romance. Le problème est que cette quête est dirigée vers l'extérieur, quand la véritable guérison ne peut se produire que de l'intérieur vers l'extérieur. La blessure d'abandon crée un mécanisme psychologique spécifique que Jung reconnaîtrait comme idéalisation pathologique. Quand vous aimez quelqu'un qui ne peut rien vous donner, vous aimez fréquemment non pas la personne réelle, mais une version idéalisée que votre psyché blessée a construite pour représenter tout ce que vous croyez avoir besoin pour être heureux. Cette idéalisation fonctionne comme une drogue émotionnelle. La personne inaccessible devient parfaite précisément parce qu'elle demeure distante. Vous n'avez jamais besoin de confronter ces limitations humaines réelles, ces défauts quotidiens, ces moments de mauvaise humeur ou de vulgarité. Elles demeurent cristallisées dans une version romantisée qui nourrit vos fantasmes de complétude. Cette dynamique est particulièrement séduisante car elle vous permet de vivre dans un monde de possibilités infinies. Tant que la personne demeure inaccessible, vous pouvez projeter sur elle n'importe quelle qualité que vous désirez. Vous pouvez imaginer des conversations parfaites, des moments d'intimité idéale, une compréhension mutuelle qui transcende les limitations de la réalité. C'est comme vivre dans un roman qui n'a jamais besoin d'affronter le test de la vie réelle. Mais cette idéalisation exige un prix psychologique élevé. Premièrement, elle vous maintient émotionnellement investi dans quelque chose qui ne peut se matérialiser, drainant l'énergie qui pourrait être dirigée vers des relations réelles et possibles. Deuxièmement, elle renforce la blessure originale, confirmant inconsciemment que l'amour véritable est toujours inatteignable. L'idéalisation déforme aussi votre capacité à évaluer la compatibilité réelle. Quand vous êtes amoureux d'une projection, vous ne considérez pas si vous et cette personne fonctionneriez vraiment bien ensemble au quotidien. Vous ne vous demandez pas si vos valeurs s'alignent, si vos rythmes de vie sont compatibles, si vous avez des visions similaires de l'avenir. Vous assumez simplement que l'intensité de votre sentiment est la preuve d'un destin romantique. Derrière l'idéalisation romantique se cache fréquemment une tentative d'éviter le vrai travail de développement personnel. Il est plus facile de fantasmer sur comme serait parfaite la vie avec la personne idéalisée que de confronter vos propres schémas limitants, guérir vos blessures et développer la capacité d'intimité authentique. La personne idéalisée devient aussi un échappatoire de la réalité présente. Au lieu d'investir de l'énergie à améliorer votre vie actuelle, vous développant professionnellement, cultivant des amitiés, explorant vos talents, vous pouvez vous perdre dans des rêveries sur un futur hypothétique avec quelqu'un qui pourrait ne jamais être disponible. Un autre aspect subtil de l'idéalisation est comment elle peut fonctionner comme une forme de contrôle émotionnel. Quand vous aimez un fantasme au lieu d'une personne réelle, vous avez un contrôle total sur comment cette relation se développe dans votre esprit. Vous n'avez jamais besoin de négocier, faire des concessions, gérer de vrais conflits ou grandir à travers les frictions naturelles d'une relation authentique. Jung identifiait aussi que l'idéalisation romantique masque fréquemment une peur profonde de ne pas être suffisant pour une relation réelle. Il est plus sûr d'aimer quelqu'un d'inaccessible, car si ça ne marche pas, vous pouvez blâmer les circonstances, non votre propre adéquation comme partenaire. C'est une façon subtile d'éviter une vulnérabilité authentique. La guérison de l'idéalisation commence par la reconnaissance honnête que vous aimez une projection, non une personne. Cela ne diminue pas l'intensité de ce que vous ressentez, mais aide à contextualiser ces sentiments comme symptômes d'une blessure qui a besoin d'attention, non comme preuve d'un destin romantique. Notre psyché est attirée par différents types d'indisponibilité basés sur la nature spécifique de nos blessures primordiales.
Ce n'est pas une coïncidence que vous vous sentiez attiré par certaines formes d'éloignement émotionnel. Chaque type résonne avec des aspects spécifiques de votre complexe d'abandon. Le premier type est l'indisponibilité circonstancielle des personnes qui sont littéralement engagées avec d'autres, vivent au loin ou ont des responsabilités qui empêchent une relation complète. Ce type d'attraction indique fréquemment une blessure liée au sentiment de ne pas mériter une attention complète. Inconsciemment, vous vous sentez plus à l'aise avec des miettes d'affection, car c'est ce que vous avez reçu quand votre psyché se formait. Le second type est l'indisponibilité émotionnelle des personnes qui sont physiquement présentes, mais psychologiquement distinctes. Elles peuvent être narcissiques, accros au travail, émotionnellement immatures ou simplement incapables d'intimité profonde. Cette attraction indique généralement une blessure liée à des figures d'attachement qui étaient présentes dans le corps mais absentes émotionnellement. Vous avez appris tôt que l'amour vient accompagné d'éloignements émotionnels. Le troisième type est l'indisponibilité intermittente des personnes qui alternent entre moments de connexion intense et périodes d'éloignement inexplicables. Ce schéma est particulièrement addictif, car il limite parfaitement l'environnement émotionnel inconsistant qui crée les blessures d'abandon. Vous ne savez jamais quand vous recevrez de l'affection, ce qui maintient votre système nerveux en état d'alerte constant, interprétant chaque moment d'attention comme extraordinairement précieux. Jung identifierait aussi l'indisponibilité projetée quand vous vous sentez attiré par des personnes qui en réalité sont disponibles, mais votre blessure les fait paraître distantes. Vous interprétez la neutralité comme du rejet, une pause comme de l'abandon, le besoin d'espace comme du désintérêt. Dans ce cas, l'indisponibilité n'est pas dans la personne, mais dans votre perception déformée par la blessure. Il existe encore l'indisponibilité auto-imposée quand vous choisissez inconsciemment des personnes que vous savez qui ne vont pas correspondre, comme une façon de maintenir le contrôle sur le niveau d'intimité. Cela indique généralement une blessure très profonde liée à la terreur d'abandon. Il est plus sûr d'aimer qui nous savons déjà, qui ne va pas se livrer complètement que de courir le risque de se livrer à quelqu'un qui pourrait nous quitter après. Chaque type d'indisponibilité offre une solution spécifique pour votre blessure, mais toutes sont de fausses solutions. L'indisponibilité circonstancielle offre l'illusion que vous pourriez être heureux si seulement les circonstances étaient différentes. L'indisponibilité émotionnelle offre la familiarité du schéma connu. L'indisponibilité intermittente offre l'intensité addictive de l'insécurité romantique. Ce que Jung nous enseigne, c'est que ces attractions ne sont pas la preuve de malchance en amour, mais des cartes précises de nos blessures internes. Chaque personne pour qui vous vous sentez inexplicablement attiré vous montre quelque chose de spécifique sur ce qui a besoin d'être guéri en vous. La guérison commence quand vous arrêtez d'essayer de changer la disponibilité des autres et commencez à examiner pourquoi votre psyché se sent attirée par l'indisponibilité. Quand vous comprenez que cette attraction est un symptôme, non un destin, vous pouvez commencer à faire des choix conscients différents. Jung a découvert qu'aimer quelqu'un d'inaccessible crée un cycle neurologique littéralement comparable à la dépendance aux substances. Le cerveau reçoit de petites doses irrégulières de récompense. Un regard spécial, un message affectueux, un moment d'attention. Maintenant, le système de récompense activé indéfiniment. Cette dynamique opère à travers le schéma de renforcement intermittent. Quand vous ne savez jamais quand vous recevrez de l'attention, chaque petit geste devient exponentiellement plus précieux. C'est le même mécanisme que les jeux de hasard. L'incertitude sur la prochaine victoire vous maintient en train de jouer indéfiniment. Les personnes avec des blessures d'abandon
développe une habileté spécialisée, interpréter des signes minimes comme preuve d'amour correspondant. Un bonjour plus chaleureux devient preuve d'intérêt romantique. Une conversation plus longue confirme que quelque chose change. Cette hypervigilance émotionnelle est simultanément épuisante et addictive. Elle crée la sensation d'avoir accès à un langage secret que les autres ne comprennent pas, vous convainquant que vous voyez de vrais signes qui justifient de continuer à investir émotionnellement. L'espoir intermite fonctionne comme défense contre la dépression qui viendrait d'accepter complètement la réalité. Il est psychologiquement plus supportable de vivre dans l'état de peu, être que de confronter définitivement que la personne ne peut ou ne veut pas donner ce dont vous avez besoin. Jung comprenait que cette dynamique ne dépend pas seulement du comportement de l'autre, mais de votre propre besoin psychologique d'éviter le deuil. Accepter que quelqu'un ne peut vous aimer exigerait de traiter la même douleur de l'enfance, quand vous avez perçu que vos figures d'attachement avaient des limitations. La dépendance à l'espoir intermite déforme la perception temporelle. Vous pouvez passer des années à investir émotionnellement, croyant toujours que bientôt quelque chose changera. Les mois deviennent des années, les années des décennies, dans un récit de sur le point d'arriver qui ne se matérialise jamais. La dynamique nourrit aussi votre identité. Vous devenez quelqu'un qui aime profondément, qui n'abandonne pas les gens, qui voit le potentiel là où d'autres ne voient pas. Ces qualités sonnent nobles, mais appliquées à des situations sans réciprocité réelle, elles deviennent des formes sophistiquées d'auto-tromperie. La guérison exige ce que Jung appelait la souffrance consciente, la disposition à ressentir pleinement la douleur, d'accepter que certaines situations ne changeront pas, indépendamment de votre désir. Il est nécessaire de traverser le deuil, de lâcher l'espoir fantasmatique, pour ouvrir l'espace aux possibilités réelles. Carl Jung comprenait que les blessures psychologiques non guéries fonctionnent comme des filtres perceptuels, altérant fondamentalement comment nous interprétons les expériences relationnelles. Quand vous portez une blessure d'abandon, vous développez une version déformée de ce qui constitue l'amour véritable, une version qui, paradoxalement, vous maintient prisonnier de schémas qui perpétuent la blessure originale. Une des déformations les plus communes est d'égaler intensité émotionnelle et profondeur amoureuse. Si vous avez grandi dans un environnement émotionnellement instable, où l'affection venait mélanger avec le drame, l'anxiété et l'imprévisibilité, vous pouvez avoir appris inconsciemment que l'amour réel vient toujours accompagné de souffrance. Les relations calmes et stables peuvent paraître sans passion, car elles n'activent pas les mêmes circuits neurologiques qui associent amour et adrénaline. Une autre déformation commune est de confondre besoin et amour. La blessure d'abandon crée une faim émotionnelle si intense que vous pouvez interpréter votre propre manque comme preuve d'amour profond. Quand vous ressentez un besoin désespéré d'être avec quelqu'un, cela est interprété comme ne pas pouvoir vivre sans cette personne, quand en réalité cela peut être juste la blessure qui crie pour attirer l'attention. Jung observait aussi comment les blessures non résolues nous font romantiser la souffrance relationnelle. Vous pouvez développer la croyance inconsciente que l'amour véritable fait toujours mal, que les relations faciles sont superficielles, que vous devez lutter pour quelqu'un pour prouver que vous l'aimez vraiment. Cette déformation vous maintient investissant de l'énergie dans des situations qui confirment votre blessure au lieu de la guérir. La blessure déforme aussi votre perception de disponibilité émotionnelle. Des personnes genuinement intéressées et émotionnellement accessibles peuvent paraître trop dans le besoin ou sans mystère. Vous pouvez interpréter l'intérêt direct comme signe que quelque chose ne va pas avec la personne.
Pourquoi quelqu'un d'intègre serait intéressé par vous? Cette déformation de l'estime de soi vous fait suspecter qui démontre un intérêt réel. Il existe aussi la déformation temporelle. La blessure peut vous faire croire que l'amour véritable arrive instantanément ou n'arrive jamais. Vous pouvez sentir que s'il n'y a pas de chimie immédiate ou de reconnaissance instantanée, alors ça ne vaut pas la peine d'investir. Cela vous fait rater des opportunités de relations qui pourraient se développer graduellement de façon plus solide et durable. Jung identifiait encore la déformation de la réciprocité. La blessure peut vous faire croire que l'amour véritable est unilatéral, que vous devez aimer sans attente de retour, que demander de la réciprocité est égoïste, que la valeur de votre amour se mesure par la capacité de donner sans recevoir. Cette déformation vous maintient dans des relations déséquilibrées indéfiniment. Une autre déformation subtile est la croyance que le conflit signifie échec relationnel. Si vous avez grandi dans un environnement où le conflit menait à l'abandon, vous pouvez avoir développé une terreur de toute friction dans les relations. Cela vous fait éviter les relations réelles où les différences naturelles ont besoin d'être négociées, préférant les fantasmes romantiques où tout coule parfaitement sans effort. La blessure peut aussi déformer votre perception des limites saines. Vous pouvez interpréter quand quelqu'un établit des limites, a besoin de temps seul, a d'autres priorités, n'est pas toujours disponible, comme signe de rejet. Cela vous fait vous sentir attiré par des personnes qui n'ont pas de limites claires, qui peuvent fusionner émotionnellement avec vous, d'une façon qui semble intense, mais est en réalité dysfonctionnelle. La guérison de ces déformations exige un développement graduel de discernement émotionnel. Jung appellerait cela la différenciation. La capacité de distinguer entre impulsion de la blessure et perception basée sur la réalité présente. C'est un processus qui exige patience, autocompassion et fréquemment aide professionnelle pour questionner des croyances qui peuvent sembler absolument vraies, mais sont en réalité des produits de la blessure. Carl Jung a révolutionné notre compréhension des relations en démontrant comment nous projetons inconsciemment des aspects de nous-mêmes sur les autres. Dans le contexte d'aimer quelqu'un qui ne peut rien nous donner, la projection joue un rôle central, nous maintenant prisonniers de schémas qui semblent externes, mais sont des créations de notre propre psyché blessée. La projection la plus commune est celle de l'anima ou de l'animus. Nous projetons sur la personne inaccessible notre contrepartie intérieure fragmentée par la blessure originale. Si vous avez eu une mère émotionnellement indisponible, vous pouvez projeter sur des femmes distantes la mère parfaite que vous n'avez jamais eue. Cette dynamique crée une situation où vous ne cherchez pas seulement l'amour romantique, mais tentez de guérir des blessures parentales à travers le partenaire qui devient le dépositaire de tous les besoins non satisfaits de l'enfance. Il y a aussi la projection de la complétude, quand vous projetez sur la personne inaccessible toutes les qualités que votre blessure vous a convaincu de ne pas posséder. Si vous vous sentez inadéquat, vous projetez une adéquation totale. Si vide, vous projetez la plénitude. La personne devient littéralement ce que vous croyez avoir besoin pour devenir entier. Il existe encore la projection de la blessure, quand vous projetez des aspects de votre propre blessure que vous ne parvenez pas à reconnaître, vous sentant attiré par des personnes qui vont clairement vous abandonner. La projection fonctionne comme mécanisme d'évitement de responsabilité personnelle, maintenant la tension tournée vers l'extérieur au lieu de confronter des schémas limitants internes. Jung faisait une distinction cruciale entre expériences qui guérissent les blessures et celles qui simplement les répètent de façon sophistiquée. La répétition déguisée en guérison arrive quand vous rationalisez le schéma destructeur avec un langage spirituel ou psychologique, disant que vous apprenez à aimer inconditionnellement ou que vous grandissez à travers le défi.
Mais si le résultat est toujours la même souffrance par l'indisponibilité de quelqu'un, vous répétez, vous ne guérissez pas. La vraie guérison implique toujours expansion de la conscience et produit des changements concrets dans le comportement relationnel. Vous commencez à vous sentir attiré par des personnes disponibles, développez une tolérance pour des relations normales, établissez des limites saines. La guérison authentique honore le timing naturel de la psyché et produit une autocompassion croissante, tandis que la répétition vient accompagnée d'autocritique. Les blessures profondes ne se résolvent pas par décision rationnelle. Mais quand vous créez des conditions internes adéquates, autocompassion, patience, disposition à ressentir sans résister, la guérison produit la différenciation, capacité de distinguer entre blessure et réalité actuelle, arrêtant d'interpréter toute situation à travers le prisme de la blessure. Jung voyait la souffrance comme porte d'entrée à l'individuation, processus de devenir véritablement qui vous êtes, intégrant des aspects fragmentés de la psyché. Le premier stade est la reconnaissance. Développer la capacité d'observer quand la blessure dirige vos choix, sans jugement. La blessure n'est pas un défaut à éliminer, mais une partie de l'histoire psychologique qui porte des informations précieuses. Le second stade est la descente dans l'inconscient, disposition à ressentir pleinement les émotions que la blessure porte, incluant la terreur primitive d'abandon et la tristesse profonde. Durant cette descente, vous pouvez découvrir des aspects cachés derrière la blessure, capacité d'amour profond, sensibilité raffinée, intuition aiguisée. Le troisième stade est la différenciation, distinguer entre impulsion de la blessure et désir authentique. Jung soulignait l'importance de nourrir l'âme, développer des relations et activités qui nourrissent la psyché de façon saine. Le stade final est la conjunctio, union des opposés, intégrant la capacité d'aimer profondément avec le discernement sur où investir cet amour. Quand l'individuation est complète, vous n'arrêtez pas de ressentir pour des personnes inaccessibles, mais votre relation avec ces sentiments change complètement. Vous pouvez reconnaître que c'est plus sur votre psyché que sur la compatibilité réelle. Le résultat final n'est pas quelqu'un qui ne ressent plus intensément, mais qui parvient à ressentir profondément en maintenant la clarté sur la réalité, devenant capable d'amour mature avec présence, réciprocité et respect des limites. Ce que Carl Jung nous enseigne, c'est que nos blessures les plus profondes, quand amenées à la conscience et intégrées avec sagesse, peuvent se transformer en nos plus grands dons. La blessure qui avant vous faisait aimer des personnes inaccessibles peut devenir une sensibilité raffinée, qui vous rend exceptionnellement habile à reconnaître des dynamiques relationnelles authentiques. Quand vous êtes passé par l'expérience d'aimer quelqu'un qui ne pouvait correspondre et avez réussi à extraire de la conscience de cette expérience, vous développez une sorte de radar émotionnel. Vous parvenez à percevoir très rapidement quand quelqu'un est émotionnellement disponible ou quand vous projetez simplement de la disponibilité sur des situations qui sont en réalité des répétitions de schémas anciens. Cette sagesse s'étend aussi à votre capacité d'offrir une présence à d'autres qui peuvent traverser des luttes similaires. Quand vous avez vraiment compris votre propre blessure et fait le travail de la guérir, vous pouvez reconnaître cette même blessure chez d'autres sans jugement. Cela ne signifie pas que vous devenez responsable de guérir les autres, mais que vous pouvez offrir compréhension et réflexion qui peuvent être profondément curatifs. Jung observait que les personnes qui ont fait le travail d'intégrer leurs blessures développent fréquemment ce qu'il appellerait la fonction transcendante, la capacité de maintenir paradoxes et tensions sans avoir besoin de les résoudre précipitamment. Dans le contexte relationnel, cela signifie que vous pouvez ressentir de l'attraction pour quelqu'un
et simultanément reconnaître que cette attraction peut ne pas être basée sur une compatibilité réelle. Vous pouvez aimer quelqu'un et encore choisir de ne pas agir sur cet amour si cela ne sert pas le bien. Être des deux. La transformation de la blessure produit aussi une forme différente d'intimité. Au lieu de chercher la fusion émotionnelle ou la complétude à travers l'autre, vous apprenez à valoriser ce que Jung appellerait la relation consciente, des connexions où les deux personnes maintiennent leur individualité tout en choisissant de partager leur vie. Cela crée un type d'intimité qui est à la fois profonde et soutenable. Une autre transformation importante est le développement de ce que nous pourrions appeler l'amour conscient. Au lieu de l'amour névrotique qui surgit du manque, vous développez la capacité d'aimer à partir de la plénitude. Cela ne signifie pas que vous devenez moins capable de sentiments profonds, mais que ces sentiments surgissent d'un lieu de choix conscient au lieu de compulsion inconsciente. La blessure transformée vous enseigne aussi sur le timing divin. Vous apprenez que tous les sentiments n'ont pas besoin d'être convertis en actions immédiates. Parfois, aimer quelqu'un signifie permettre à cette personne de suivre son propre chemin. Parfois, cela signifie attendre jusqu'à ce que vous soyez tous deux prêts pour un type de relation qui honore la dignité des deux. Et parfois, cela signifie reconnaître que certaines connexions sont destinées à demeurer au niveau de l'âme, ne se matérialisant pas nécessairement en relation conventionnelle. Jung parlait aussi de comment les blessures intégrées nous connectent avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quand vous comprenez profondément votre propre blessure d'abandon, vous développez une compassion naturelle pour toute l'humanité, car vous reconnaissez que, d'une certaine façon, nous portons tous des blessures relationnelles. Cela peut éveiller un sens du but qui va au-delà de la quête de satisfaction personnelle. Finalement, la blessure transformée en sagesse vous enseigne sur le vrai sens de l'amour inconditionnel. Non pas l'amour qui accepte n'importe quel comportement par peur de rester seul, mais l'amour qui honore à la fois votre propre dignité et celle de l'autre. Un amour qui peut dire non quand nécessaire, établir des limites quand appropriées et encore maintenir le cœur ouvert aux possibilités authentiques. Quand votre blessure devient sagesse, vous ne perdez pas la capacité d'amour profond. Vous gagnez la capacité de le diriger de façon qu'il serve la vie, la croissance et la joie authentique. Et c'est exactement cette transformation qui vous rend magnétique pour des personnes qui ont aussi fait leur propre travail intérieur et sont prêtes pour des relations basées sur l'amour conscient au lieu du besoin inconscient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous avez eu le courage de regarder une des dynamiques les plus douloureuses et confuses de l'expérience humaine. Jung nous enseigne que ce courage, la disposition à examiner nos schémas les plus autodestructeurs avec honnêteté et compassion, est déjà le premier pas réel vers la guérison. La blessure qui vous fait aimer quelqu'un qui ne peut rien vous donner n'est pas un défaut de caractère ou une preuve que vous ne méritez pas l'amour. C'est une carte précise de où votre âme fut fragmentée et où elle cherche à être restaurée. Quand vous comprenez cela, la blessure cesse d'être un poids aveugle qui dirige vos choix et devient une source d'informations précieuses sur ce qui a besoin d'être guéri en vous. L'amour pour des personnes inaccessibles n'est pas votre destin, mais votre professeur. Chaque personne pour qui vous vous êtes senti inexplicablement attiré vous montrait quelque chose de spécifique sur votre psyché qui avait besoin d'attention. Chaque moment de souffrance pour quelqu'un qui ne pouvait correspondre signalait des aspects de vous-même qui demandaient à être reconnus, nourris et développés. Jung croyait que l'objectif final de la vie n'est pas d'éviter la souffrance,
mais d'extraire du sens de la souffrance que nous expérimentons. La blessure d'abandon, quand travaillée consciemment, peut devenir une de vos plus grandes sources de sagesse. Elle peut vous enseigner sur les limites saines, sur la différence entre amour et besoin, sur comment vous nourrir de façon que personne d'autre ne peut faire, mais peut être le présent le plus profond de cette voie et la découverte que vous êtes capable de vous guérir. Quand vous existe une capacité de restauration qui ne dépend de personne d'autre, ayant des comportements spécifiques, que votre complétude n'est pas quelque part dehors, attendant d'être trouvée dans la bonne personne, mais dedans, attendant d'être reconnue et développée. Quand vous vous guérissez de cette blessure, vous ne devenez pas une personne qui ne ressent plus rien profondément. Vous devenez quelqu'un qui peut ressentir profondément tout en maintenant la clarté sur la réalité. Vous pouvez aimer intensément des personnes qui sont aussi capables de correspondre à cet amour. Vous pouvez créer des relations basées sur le choix mutuel au lieu du besoin désespéré. La liberté de l'autre côté de la blessure n'est pas l'absence de sentiments, mais la présence du discernement. C'est la capacité de distinguer entre l'écho de blessures anciennes et les possibilités réelles du présent. C'est l'habileté d'honorer vos sentiments sans laisser qu'ils dirigent vos choix relationnels de façon autodestructrice. Si ce contenu a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre histoire dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette voie. La guérison est possible, la transformation est réelle, et de l'autre côté de la blessure existe une façon d'aimer qui est à la fois profonde et saine, à la fois intense et soutenable. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer d'explorer les territoires les plus profonds de la psyché humaine à travers la sagesse de Carl Jung. Et si cette vidéo a touché votre cœur, laissez dans les commentaires. Je suis prêt à transformer ma blessure. Ainsi je saurai que vous avez le courage de faire cette voie de retour vers vous-même. Votre blessure n'est pas votre fin, c'est votre commencement. Et de ce commencement, vous pouvez construire une vie amoureuse qui honore à la fois votre profondeur et votre dignité. La guérison vous attend. Merci d'être ici. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.